Bienvenue dans Héroïne africaine, le podcast qui donne la parole à celles qui façonnent l'avenir du continent, à celles qui mettent au service du continent leur créativité. Ici, nous allons explorer les trajectoires de deux femmes entrepreneurs qui transforment leurs idées en solutions concrètes pour l'Afrique et par l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de la passion de l'enfance qui peut devenir un moteur d'une start-up ou d'une PME. Et dans cet épisode, nous partons à la rencontre de deux pionnières qui ont osé rêver autrement. On a à nos côtés Sabrine Brahim, la fondatrice de Class Quiz. Alors, c'est une plateforme de e-learning, si je ne me trompe pas, Sabrine, donc qui fait de l'assistance scolaire aux enfants de 6 à 12 ans, donc dans l'école primaire. Et Salima Toussi, la fondatrice de Mes Petits Bobbies. Et elle œuvre pour une approche bienveillante et structurée pour accompagner la petite enfance. En Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire basculer ou faire en saute le pas d'une vocation, d'une passion à un projet entrepreneurial? Quelles sont les innovations technologiques, pédagogiques qui permettent ce saut? C'est-à-dire, quels sont les prérequis, quels sont les défis quand on entreprend dans le continent, sur le e-learning, sur la EdTech, sur l'accompagnement de la petite enfance? C'est toutes ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cet épisode-là avec nos deux invités. Je commence par toi, Sabrine. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le début? Quel a été le déclic qui vous a poussé à transformer la passion en une plateforme pour le e-learning? Donc, cette passion pour l'éducation en une plateforme pour le e-learning. Merci beaucoup d'abord, Sahar, pour l'invitation. Très bonne question pour commencer. Alors, donc moi, j'étais une bonne élève à l'école. Donc pour la famille, pour l'entourage, j'étais la bonne personne. Le modèle. Ou le modèle, d'une part. Et d'autre part, j'étais la bonne personne qui peut assister peut-être leurs enfants si ils ont des difficultés académiques. Donc j'ai commencé à donner des petits cours, des petites séances de soutien scolaire, donc à la famille, aux enfants, aux voisins. Et en fait, là, j'ai entré en contact avec beaucoup d'enfants et j'ai commencé à observer à quel point les enfants ils sont très attachés à la technologie, comment ils utilisent les smartphones, comment ils adorent les jeux vidéo surtout, ça d'une part. D'autre part, ils ne sont plus motivés par les approches pédagogiques classiques, anciennes, etc. et ennuyeuses. Donc, j'ai constaté qu'il y a vraiment un vrai gap entre deux mondes. Donc, le monde réel, digital, dans lequel les enfants de cette génération ils sont en train de grandir, d'utiliser la technologie chaque jour, où il y a des jeux extraordinaires et même gratuitement, très accessibles. Donc, ça d'une part. Et d'autre part, le monde de l'école qui, malheureusement, elle a resté un peu classique. Donc, je me suis dit... Vraiment, il faut faire quelque chose. Donc, à ce moment-là, j'étais étudiante. Et en parallèle, donc, j'étais très active dans la vie associative. J'ai organisé des événements à l'échelle nationale et internationale. J'ai fait plein de choses. Et donc, j'ai commencé à développer mes compétences d'entrepreneuriat. Donc, c'était pas ça. J'avais pas à ce moment-là l'objectif de créer une entité ou bien de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'étais guidée en quelque sorte par le destin. Et donc, après que j'ai eu mon diplôme, donc j'ai commencé à faire des entretiens et à un certain moment, je me suis dit, c'est pas ça ce que je veux faire. Et justement, j'ai commencé à peut-être comprendre que je veux peut-être faire un parcours d'entrepreneur. Et là, j'ai commencé à chercher c'est quoi la thématique qui m'intéresse le plus ou bien c'est quoi le besoin peut-être à attaquer. Et justement, j'avais toujours cette idée de il faut faire quelque chose pour ces enfants-là, c'est pas possible, il n'y a aucune plateforme qui répond à cette problématique-là. Et là, je me suis dit tout de suite, c'est ça l'idée. Et comme en fait, j'étais ingénieure mécatronique,
Et c'est pas évident de se lancer dans la mécatronique. Il faut beaucoup d'investissement, des moyens, etc. Donc, je me suis dit, peut-être une plateforme éducative, c'est en ligne, c'est peut-être, il n'y a pas beaucoup de freins pour entrer. Et en parallèle, comme j'étais active dans l'associatif, j'avais des connaissances. Donc, j'ai appelé Ashraf, qui est mon cofondateur aujourd'hui. Donc, c'est c'est un génie d'informatique. Donc, je lui ai proposé l'idée. Il était d'accord tout de suite. Et on a commencé à creuser l'aventure. Ça me fait penser à une question. Dans cette vie associative, lorsque tu es vraiment active dans la vie associative, d'après toi, aujourd'hui, quelle a été la compétence ou la qualité qui t'a aidé dans la réalisation de ton projet? En fait, j'ai 3. Ah, déjà 3. Très bien. Et c'est le minimum, je pense. D'abord, il y a la confiance en soi. Donc, on avait vraiment la chance d'être à côté de Monsieur Zubair Turki, qui était le directeur de l'INSO à ce moment-là. Il nous a donné vraiment beaucoup de confiance. Donc, la première chose, c'est que tu gagnes en confiance en soi. Donc ça, c'est hyper important pour un étudiant. Monsieur Zubair nous dit toujours que ça, c'est l'école d'ingénieurs. Donc, on est là pour vous servir. Donc, vous êtes les rois ici. Voilà. Donc, ça nous a aidé vraiment pour développer notre confiance en soi. Qu'on est capable de créer des choses, d'organiser. Et même si on fait des petites erreurs, c'est tout à fait normal. C'est acceptable. Donc, la première chose, c'est la confiance. La deuxième, en fait, c'est la communication. Moi, en fait, j'étais timide. Et justement, donc, grâce à la vie associative, j'ai pu surmonter peut-être sortir de ta zone de confort. Oui. Et en fait, la troisième, c'est le network. Comme donc moi, j'avais la chance de connaître Ashraf et de connaître justement aujourd'hui, donc c'est mon allié. Et en fait, j'ai fait la connaissance de Ashraf grâce à la vie associative. Donc la troisième, peut-être, je ne sais pas si c'est une compétence, mais peut-être c'est un outil. C'est une opportunité. Donc c'est le network et la connaissance qu'on fait à travers la vie associative. Exactement, très bien. Et là, je m'adresse à toi, Alimatou. Est-ce qui vous a inspiré? Quel a été le déclic ou la chose qui vous a inspiré à entreprendre dans l'accompagnement de la petite enfance? À quel moment vous avez compris que c'était ce que vous voulez faire, mais aussi que cette idée était viable? Merci beaucoup pour l'invitation. Et la question, je pense que c'est la meilleure question que je puisse recevoir dans ces derniers mois. Parce que de raconter l'historique, qu'est-ce qui m'a poussé à mettre en place le cabinet. Alors, j'ai grandi avec une passion pour l'éducation, mais le gros déclic m'est venu quand, une fois revenant du travail, j'ai trouvé mon enfant de 13 mois avec une bouteille de détergent dans la bouche. Et la nounou qui était là sur son téléphone, les enfants sans surveillance. Là, je me suis dit, écoute, tu n'es pas la seule maman qui est dans ce problème, dans cette situation. Il y en a sûrement d'autres mamans qui sont dans la même situation que toi. Et il faut essayer de trouver une solution à ça. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur comment mettre en place quelque chose qui pourrait aider les enfants et en même temps aussi les parents à faire des recherches sur les réseaux sociaux et tout. Et là, je suis tombée sur une formation en ligne qui parlait du développement de la petite enfance. Donc, je me suis inscrite, j'ai eu mon premier certificat. Et qui parle de petite enfance, c'est pas seulement de la théorie, mais pas de la pratique, pour que je puisse avoir une idée générale sur le développement de la petite enfance. Et après ça, j'ai fait une formation aussi en pratique pendant 6 mois dans le développement de la petite enfance. Et pour savoir que l'idée était viable, c'est quand j'ai rencontré une dame sur les réseaux sociaux. On a échangé sur l'entrepreneuriat, la vie professionnelle et la vie personnelle. En parlant, je me rappelle même plus comment on s'est retrouvés en parlant de la relation parents et enfants. Donc là, j'ai commencé à parler à cœur ouvert à la des conseillers concernant les enfants. Après, elle m'a dit, Salimatou, écoute, tu sais,
moi, je pense que tu as tout ce que tu as besoin. En t'entendant parler de l'enfant, on sent déjà ta passion et comment tu es intéressé dans ce domaine. Pourquoi tu ne penses pas à mettre en place un projet ou quelque chose qui pourra t'aider dans ce domaine? Après, je lui ai dit, écoute, j'ai déjà une idée, mais je ne sais pas comment mettre le projet en place. Mais j'ai une idée dans quoi je peux vraiment exercer. Elle m'a dit, ah ok, donc il faut bien réfléchir et puis tu essaies de mettre ça en place. Je pense que les parents en ont besoin et les enfants aussi. Et de là, j'ai commencé à faire des sondages dans des groupes des parents. Bon, quelque chose qui m'a été positif. Donc, finalement, j'ai pu mettre en place le cabinet pour accompagner les parents, les enfants et également une formation de nous aussi que nous mettons à disposition des familles. Alors, je voudrais vous demander, aujourd'hui, comment vous décrivez les personas de vos clients, c'est-à-dire quel type de clients et quelle est la proposition de valeur que vous leur apportez, pas aux enfants, mais aux parents? Bon, avec les parents, nous misons sur l'éducation bienveillante, en fait. Nous organisons des séances de coaching individuelles comme en groupe pour aider les parents à se rencontrer, à échanger entre eux et à pouvoir s'aider entre eux, en fait. Et également, nous faisons aussi des retraites familiales pour aider les parents parce que nous savons tous qu'avec le travail du lundi au vendredi, des fois, c'est un peu compliqué dans la gestion des enfants. Donc, nous prenons un week-end, nous cherchons un hôtel hors de Dakar et là, nous regroupons les familles que nous avons choisies pour passer, même si c'est 48 heures, 72 heures, ça dépend de la demande des parents. Et là, c'est juste une histoire de les reconnecter aussi davantage avec les enfants. D'accord, très bien. Je reviens à toi, Sabrine. Quand tu as réalisé que c'était le projet que tu voulais faire et que tu t'es mis d'accord avec ton cofondateur, dans les débuts, quels sont les défis que tu as rencontrés? Comment tu as pu les surmonter? Un essoufflement qui dit long. Absolument. En fait, il y a plein de challenges. Si on est entrepreneur, c'est qu'on va faire face à des challenges tous les jours. Mais en fait, peut-être pour une solution éducative, le premier challenge, c'était de trouver le bon dosage pour la partie gamification et pour la partie éducation. Pour qu'ils ne le prennent pas pour un jeu. Absolument. Mais que ce ne soit pas ennuyeux d'un autre côté. Pour les enfants. Ouais, oui, bien Parce sûr. qu'en fait, nous, l'utilisateur, c'est l'enfant et aussi le parent. Le client, la personne qui paye, c'est le parent. Donc, il faut satisfaire l'enfant. L'utilisateur, c'est l'enfant et le payeur, c'est le parent. Absolument. Et donc, il faut que ça soit très ludique pour l'enfant et aussi très sérieux. Et en fait, très académique pour le parent. Et en fait, le premier challenge, c'était justement de trouver le juste équilibre entre les deux parties. Et d'ailleurs, avant Class Quiz, on avait un autre produit. C'était carrément un jeu vidéo style Super Mario. Et le contenu, c'était très académique. Donc, c'était génial pour les parents, pour les enfants. Mais les parents et les écoles n'ont pas accepté. C'était pour eux, c'est une distraction. C'est pas possible de cadrer l'enfant avec ce genre de produit. Donc, on a fait un pivot et on a vraiment adapté, même si la technologie c'était pas très développée. Souvent, des personnes regardent la plateforme, ils disent c'est pas très développé côté gaming. On dit c'est ça c'est la vraie demande du marché. Donc ça, le dosage demandé par les clients. Donc ça, c'était la première leçon qu'on a apprise. Et en fait, la deuxième, c'était la monétisation, de comment monétiser. Et en fait, on a compris à travers le premier produit qu'il faut aller très vite au marché. Avec le premier jeu, donc on a resté presque 1 an à développer, à vraiment rectifier les détails. Et après 1 an, donc lorsqu'on a commencé à faire la commercialisation, on a compris que peut-être les gens, ils ont donné des promesses, mais lorsqu'on a passé au paiement... Bah oui, clairement. Absolument. Donc on a compris qu'il faut directement aller très vite, même avec un prototype où il y a
plein de problèmes, plein de bugs techniques, etc. Donc, il faut aller très, très vite au marché. Et là, on a trouvé la troisième, peut-être, le troisième challenge, en fait, c'était l'éducation du marché. Parce que en Tunisie, par exemple, l'idée ça fait, depuis 5 ans, donc l'idée d'apprendre, de réviser avec une application, c'était pas très adopté. Donc pour nous, c'était un jeu vidéo, c'est pour le plaisir, pour le divertissement, mais une application, c'est pas très sérieux. Donc il fallait vraiment éduquer le marché que non, c'est complètement l'inverse. Votre enfant, il peut apprendre avec une application. C'est vrai qu'il est très motivé, mais s'il est motivé, il va vraiment mémoriser l'information. Donc, il fallait vraiment faire une éducation du marché pour que les parents comprennent c'est quoi peut-être l'avantage ou bien la valeur ajoutée de ce genre de plateforme. Donc, pour moi, les 3 challenges, c'était d'abord le dosage, le produit, comment trouver vraiment la bonne formule pour les 2 profils, donc l'élève et le parent. De la monétisation de la plateforme. Donc, tu sais, Sahar, qu'en Tunisie, on a pas mal de challenges par rapport au paiement en ligne. Donc, il faut trouver des solutions, il faut aller vite vers le marché. Et 3, c'est l'éducation du marché. Il faut expliquer c'est quoi les valeurs ajoutées. C'est un nouveau concept. Et voilà, c'est ça les avantages de ce genre de plateforme, de produit. Très bien. Et la même question un petit peu pour toi aussi, Salimatou. C'était quoi la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur dans un secteur qui est aussi sensible, aussi cadré par une réglementation que celui de la petite enfance, en fait? Pour un début dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des difficultés que nous rencontrons. Surtout dans le domaine de la petite enfance, c'est un domaine qui est relégué au second plan, alors qu'il doit être prioritaire dans tout ce que nous faisons, parce que c'est là-bas que nous définissons l'avenir de nos enfants. Personnellement, je n'ai pas rencontré qu'une seule difficulté, et j'en ai rencontré 4. Bon, peut-être j'en ai rencontré beaucoup plus, mais ce sont ces 4 qui m'ont le plus marqué. Premièrement, il y a eu le manque de financement, et surtout la difficulté à convaincre des partenaires, les crèches, à nous faire confiance, parce que c'était au début, c'est un peu difficile et tout. Et deuxièmement, il y a la charge mentale qui est là avec un équilibre délicat entre la vie personnelle et l'engagement professionnel, qui est un peu difficile. Et aussi le manque de soutien social, parce qu'à chaque fois que je parlais du projet dans mon entourage, les gens me disaient ce projet, c'est pas un projet africain, c'est un projet carrément global, parce que nous, l'éducation bienveillante, c'est pas pour nous, tu sais comment on éduque à l'africaine. Donc c'était un peu difficile de les convaincre, de les sensibiliser. Et aussi, il y a la dissolution du travail de nous et de femmes de ménage. Parce qu'au Sénégal, on a toujours tendance à mélanger les deux. Une nounou doit s'occuper de toute la maison, toutes les corvées. Tandis que pour nous, l'approche, c'est quoi? La nounou, elle s'occupe uniquement de l'enfant et tout ce qui est en rapport avec l'enfant, parce qu'elle aura des activités qu'elle fera avec l'enfant. Et en fin de compte, il y a eu la peur profonde de l'échec que j'avais en moi, et surtout de ne pas savoir comment me relever quand je tomberais. Mais heureusement, il y a eu des personnes d'une mentalité positive qui étaient là, qui ont été présentes pour moi durant cette transition. Donc, j'ai pu surmonter ça avec eux et en faisant des formations. Et surtout, en gardant la voix à l'impact positif que ce projet pouvait avoir au niveau des enfants et des familles aussi. D'accord. Et c'est important dans ces moments, c'est-à-dire quel est un petit peu l'apport de la personne qui vous a mentoré ou appuyé dans cette période de difficulté? Alors, j'ai pas eu une seule personne, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient autour de moi. Vous avez de la chance. Oui, bien sûr, ça, j'en ai eu.
Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, qui ont pris au projet. Dès que je leur ai montré le projet, j'ai expliqué, ben, là, ils étaient tous ébahis. Ils m'ont dit, mais tu peux le faire. Et on en a besoin parce que quand nous prenons à Dakar, ici, les enfants que nous voyons à côté de l'autre, je pense que c'est un projet qui pourra les aider et pourra intéresser à leur famille. Avec des exemples qui étaient vraiment touchants, qui m'ont vraiment poussé à aller de l'avant. Et ces personnes m'ont toujours dit que quand je tombais, surtout mon époux aussi, hein, parce que lui, à chaque fois, il me dit, toi, tu te lèves, même si tu as tombé, tu recommences. Et je pense que ça a été le meilleur soutien que j'ai reçu. D'accord. Et dans cette un petit peu parfois la résistance au changement ou cette hostilité, est-ce qu'il y avait une interaction positive avec certains parents qui un petit peu nourrissent l'approche par un feedback? Oui, on en a eu. Il y a des parents qui nous appellent, qui nous laissent des messages sur WhatsApp, parce qu'on a un groupe WhatsApp, et qui nous parlent de l'approche, qu'ils sont satisfaits, le travail est bien fait, et qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas que pour s'occuper d'un enfant, il fallait du temps et vraiment avoir tout un récital derrière, parce que l'enfant, c'est un peu compliqué, je vais dire, de l'approcher, surtout s'il est dans ces petits délires. Donc, il fallait expliquer tout ça à travers les routines, des pratiques que nous faisons et aussi avec les activités, parce qu'on les forme avec des pratiques selon l'âge et la tranche, l'âge de l'enfant. Donc, ça leur a beaucoup aidé. Les retraits aussi, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de parents qui ont témoigné que ça a été positif et tout. L'estime de soi avec leurs enfants, les enfants qui écoutaient, les enfants qui étaient un peu difficiles à l'école et tout. Donc, ça va, le retour a été positif pour nous et c'est ce qui nous pousse à continuer aussi le combat. Et alors, pour revenir un petit peu en arrière, enfin, par rapport à ce que vous venez de dire, enfin, ce que tu viens de dire, disons, quelles sont les innovations pédagogiques ou les innovations en matière de méthode d'accompagnement que votre initiative a apporté à l'écosystème de la petite enfance au Sénégal? Pour un début, nous avons priorisé de faire des apprentissages en plein air pour que les enfants puissent explorer, observer et interagir avec leur environnement naturel pour développer leurs compétences sensorielles, cognitives, motrices et sociales. Et nous faisons aussi la motricité libre pour permettre à l'enfant de se découvrir lui-même. Et après ça, il y a la formation des nounous. Nous formons les nounous que nous plaçons au sein des familles. Et là, ce n'est pas seulement une femme qui part vers un enfant pour s'occuper de l'enfant, mais c'est une personne bien formée qui part avec une feuille de route bien établie selon la tranche d'âge de l'enfant qu'il s'occupe. Et il y a une supervision hebdomadaire au sein des familles, des familles d'accueil que nous faisons. Et également, si avec l'accord du parent, la nounou a accès total, elle peut faire sortir l'enfant pour la faire découvrir aussi l'environnement, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Et je vous parle tantôt des retraits familiales. Ce sont aussi des retraits qui sont très bien, qui aident beaucoup les familles, parce que imaginons une semaine de travail. Et à chaque fois que tu reviens, tu es fatigué et que tu puisses avoir, même si c'est 24 heures ou 48 heures, passer avec ton enfant par téléphone, je pense que c'est la meilleure option qui puisse aller avec des jeux du type que nous faisons aussi. Et je pense que oui. Très bien. Merci. Alors, tu nous parles un peu, Sabrine, de l'innovation technologique qui existe, enfin technologique et pédagogique, hein, si on a, qui existe dans Class Quiz et qui est destinée, c'est-à-dire comment elle est en train d'améliorer l'apprentissage, comment elle est en train d'améliorer l'expérience utilisateur. D'abord, je voulais dire que, en fait, aujourd'hui, on cherche pas vraiment à innover rien que pour avoir l'étiquette de l'innovation. Le marché voulait un produit qui est très simple, qui répond à une problématique qui est très claire et très simple. Donc justement, on a commencé à trouver la bonne réponse pour le besoin. Donc ça, vraiment, c'était le départ. Et en fait, à chaque fois, on pose la question comment on peut améliorer l'expérience.
Donc d'abord, on a commencé justement à chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, le juste équilibre entre éducation et gamification. Et ça, c'est très compliqué à faire. Parce que pour le programme scolaire tunisien, par exemple, on sait très, très bien que le programme, il est un peu lourd. Donc il y a différentes langues, il y a la langue française, arabe, anglais, il y a les mathématiques, il y a les veilles scientifiques, etc. Et dans chaque matière, il y a des spécificités différentes. Et en fait, il faut couvrir tout le programme scolaire. Il faut, dans certains niveaux, il faut garder cet aspect, si vous voulez, pédagogique, académique. Il ne faut pas que les exercices soient très faciles, très ludiques. Il faut garder un certain niveau académique. Il faut peut-être aider les enfants à s'entraîner à des situations un peu compliquées. Donc ça, le fait de le présenter d'une façon digitale, gamifiée, il faut beaucoup de travail de recherche et développement pour justement trouver les templates et les modèles des activités, des exercices pour garder justement ce volet pédagogique et académique. Et après, on a compris que ça c'est bien. Maintenant, il faut passer à un autre palier. Il faut que l'expérience soit adaptée à chaque enfant. Il y a des enfants qui ont peut-être des problématiques en mathématiques, d'autres dans les langues. Et les enfants, ils sont très différents. Donc, et en fait, on a commencé à creuser. On a trouvé que c'est très intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. Pas comme accessoire, comme j'ai dit, rien que pour dire qu'on a de l'intelligence artificielle, mais vraiment pour adapter l'expérience à chaque utilisateur. Ça sert à rien de proposer la même expérience à tous les enfants. C'est pas équitable. Et justement, donc, ça fait 3 ans qu'on a commencé à creuser cette piste. Et en fait, aujourd'hui, on collabore avec un laboratoire de recherche, avec des chercheurs, avec des ingénieurs sur cette piste-là. Et on est en train de développer une version intelligente de Class Quiz qui sera capable d'abord de comprendre c'est quoi les lacunes de cet enfant et ensuite de s'adapter en fonction de ses difficultés, ses besoins, en termes de peut-être de besoins, je sais pas, des difficultés académiques, mais aussi même expérience de gamification. Par exemple, il y a des enfants qui veulent apprendre tout seul, d'autres qui veulent peut-être apprendre en groupe. Donc la plateforme, elle va comprendre tout ça et s'adapter pour proposer. Et en fait, c'est une adaptation en temps réel qui sera faite durant toute l'expérience sur Class Quiz pour proposer la bonne et la meilleure expérience, que ce soit d'apprentissage et même de gamification, pour garantir vraiment un apprentissage efficace. Bien. Alors, une dernière question pour vous deux. Alors, Salimatou, selon ton expérience, quelle a été la compétence ou la ressource qui a été essentielle pour mobiliser, pour acquérir, pour réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation? Voilà, d'après toi, c'était quoi le facteur clé de ta réussite? Il y en a plein de compétences parce que là, quand on parle de l'éducation, c'est un sujet qui est trop vaste. Et là, je veux parler du domaine de la petite enfance. Pour la réussite de ce projet, il va falloir une vision globale du développement de l'enfant, c'est-à-dire de maîtriser les étapes cognitives, affectives et sociales, mais aussi avoir des compétences en animation et créativité qui est essentiel aussi pour les tout petits. En animation et créativité, c'est essentiel pour les tout petits. D'accord. Et après, il y a le leadership empathique pour rassembler un groupe de personnes autour d'un projet qui est commun. Et également la gestion du stress et des conflits en lien avec les familles et les enfants, parce que ça ne va pas manquer, surtout avec les enfants. Et aussi la connaissance des outils EdTech et de la réglementation institutionnelle dans ce domaine. Et il y a la communication claire et bienveillante avec les parents qui est indispensable pour bâtir une confiance de soi. Et il faut également savoir mobiliser le capital humain et financier pour réussir ce projet. Donc, en grosso modo, ce sont ces compétences que moi j'ai vues
qui m'ont aidé pour la réussite de ce projet. Très bien. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez donner un ou deux astuces qui leur permettraient d'augmenter la créativité chez leurs enfants? Oui, bon, pour les auditrices, ça dépend de la tranche d'âge. Il faut souvent que nous essayons avec la lecture. Nous pouvons donner un livre à l'enfant. Là, avec le traitement que l'enfant va faire, d'abord, il acquiert la motricité fine de ses doigts. Et maintenant, laisser l'expliquer le dessin qu'il va avoir parce qu'il va essayer de parler et l'écouter. Surtout l'écoute attentive au niveau des enfants et les encourager dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent, parce qu'ils en ont besoin pour s'épanouir. Et class quiz aussi. Classe quiz. Et la même question pour toi. Pour les compétences qui ont été nécessaires pour toi. Pour moi, en fait, toujours, mon atout, c'était la persévérance. C'était toujours ma réponse. Oui, mais quand est-ce que s'arrête la persévérance? Je sais pas. Je sais pas, mais en fait, dans plusieurs situations, j'ai vu comment la persévérance, c'était vraiment, pour moi, c'était mon atout. Donc, souvent, on passe par des situations très compliquées, très difficiles. Et si, en fait, on a déjà la conviction que ça va pas durer, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut vraiment tenir bon. Si on est conscient que peut-être c'est temporaire, il faut juste trouver la bonne solution, il faut de la patience, il faut regarder ce qu'on a fait déjà et peut-être les challenges qu'on a pu surmonter et justement renforcer cette persévérance et se rappeler des situations où c'était compliqué et grâce à la persévérance on a pu surmonter et passer à l'étape suivante. Souvent, je sens qu'un entrepreneur, il est comme on est dans un jeu vidéo, il y a des levels et dans chaque niveau, il y a des challenges. Et on va surmonter, mais en fait, on est conscient que dans l'autre niveau, il y a d'autres challenges et souvent, ils sont plus compliqués que les challenges qu'on a surmontés déjà. Donc, d'abord, je pense qu'il faut avoir ce mindset-là. Il faut être conscient que c'est dur et on va passer par des moments de faiblesse, de doute. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on a les bons outils? Donc, il faut en fait être conscient que justement, on va passer par ces moments-là. Et si en fait, on va persévérer, on va surmonter, on va passer à l'autre niveau où il y a des situations agréables. Il y a aussi des nouveaux challenges. Donc, pour moi, si je retiens vraiment une compétence, c'est justement cette persévérance. Parce que les experts disent aujourd'hui que si une start-up échoue, par exemple, c'est parce que l'entrepreneur, les fondateurs, ils ont lâché. Et comment faire pour qu'ils ne lâchent pas? Il faut y croire, il faut apprendre toujours, il faut peut-être il faut célébrer les réalisations, les milestones, il faut s'entourer des bonnes personnes, que ce soit, je parle de l'entourage, que ce soit professionnel ou même personnel. Il faut impliquer la famille, l'entourage qui est très très proche dans ce qu'on fait. Il faut expliquer pour que justement dans ces moments difficiles, donc les familles soient peut-être le premier support, pas l'inverse. Ça c'est très important. Merci beaucoup. Merci prie. mesdames. C'était un bel échange qu'on a terminé sur de jolis conseils utiles et pratiques pour améliorer la créativité, pour tenir bon, pour réussir dans des projets dans la tech et dans l'accompagnement de la petite enfance. Merci et à une prochaine et à un autre épisode de Héroïne africaine.